Je ne sais pas pour toi, et je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça drôle dans le sens où c'est triste et c'est grotesque qu'on nous apprenne à entretenir de bonnes relations avec les autres depuis qu'on est tout petit, à être dans la gentillesse, la bienveillance avec l'autre, mais très rarement ou presque jamais à être gentil et bienveillant avec nous-mêmes ou à entretenir cette relation à soi. Effectivement, la relation à soi, elle est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre de mieux voir les choses dans la vie, mieux apprécier et tolérer les autres Yeah. et aussi mieux s'apprécier avec soi-même. Bien sûr, parce que elle est omniprésente, la voix intérieure elle est omniprésente, et si elle est si elle est bienveillante, donc on va être dans l'indulgence avec soi, on va être dans la douceur. Et par contre, si elle ne l'est pas, c'est une autre histoire. Yak. Effectivement, si elle l'est pas, là c'est très problématique parce qu'elle risque de nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Yeah. Et aussi, on prendra les autres comme des personnes qui essaient de chercher le petit défaut en nous pour nous attaquer. Absolument. Parce que c'est ça finalement, c'est-à-dire que si la voix intérieure est trop si elle est dure et si elle nous critique constamment, on a l'impression que tout le monde nous juge et tout le monde pense de nous la même chose, alors que finalement, c'est juste elle, c'est juste nous, en vrai. Ouais, C'est ça. c'est juste nous qui projetons nos peurs. Yeah. Et à partir de cette voix intérieure, ben, on commence à colorer le monde d'une manière très négative. C'est intéressant que tu dises colorer parce qu'effectivement, notre relation à soi va colorer tout le reste. Et, euh, et c'est justement pourquoi on a eu l'idée de lancer ce podcast. C'est de parler des relations et de commencer par la relation à soi dans cet épisode pilote, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Yeah. hein, je trouve que c'est une très très bonne initiative d'avoir commencé par la relation à soi Ouais, dans cet épisode pilote. Et je pense aussi que c'est le socle et la base qui va nous permettre d'aller vers l'avant, de s'aventurer, de voir les autres, de rencontrer d'autres personnes, de prendre des initiatives, de passer à l'action. Et la voix intérieure, elle fait écho en nous et elle fait écho dans dans toutes les autres bien sûr, personnes. bien sûr. D'où le nom du podcast finalement, la Echo est un podcast pour écouter, raisonner et faire écho à toutes nos autres relations, à commencer par notre relation à soi. Et au micro, vous avez donc moi-même, Fatine, et je suis art thérapeute. Et Moi, je suis docteur Benjeloun Fadi, psychiatre, et bienvenue dans Echo. bienvenue dans Echo. Pour commencer cet épisode, je vous propose un court exercice de Put One Finger Down. Et c'est très simple, je vais énoncer des petites phrases et je vous invite à baisser un doigt si vous vous identifiez à ces phrases. L'objectif est d'évaluer notre discours intérieur et de ne pas être du tout dans le jugement, juste d'accueillir toute information. OK? Excellent. OK. OK. Alors, première phrase. Tu es nul, tu n'y arriveras pas. Deuxième phrase. Ne prends surtout pas la parole, tu n'as pas l'expertise nécessaire pour ça. Troisième phrase. Ça ne sert à rien de commencer cette nouvelle chose, de commencer cette nouvelle activité. Tu n'es pas bon et tu ne t'amélioreras pas. Quatrième phrase. C'est pas grave si ça n'a pas marché. L'essentiel est d'avoir essayé. Et cinquième phrase. Ne va pas à cet événement ou à cette sortie. On va te juger. Reste chez toi. Si vous avez besoin
de quelques secondes pour process, je vous invite à mettre pause et à revenir à votre rythme à cet épisode. Merci d'avoir participé à cet exercice. Donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure au début, cette voix intérieure, ce discours intérieur, il colore, pour reprendre tes mots, il colore vraiment toute notre vie. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu les, les mécanismes, ce que c'est d'abord et concrètement comment ça se manifeste au quotidien. Le monologue intérieur, c'est une sorte de discussion, de conversation qu'on a avec soi-même qui est quasi permanente. Mhm. Elle peut être soit positive, donc bienveillante, Ok. où la personne va entendre des voix. Quand je dis entendre, c'est plutôt la conversation qu'on a avec nous-mêmes. Oui, C'est bien pas sûr. entendre des voix de manière très psychiatrique avec nos oreilles, mais plutôt c'est un discours intérieur, à ne Mhm. pas confondre. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement confondent entre j'entends des voix, donc je développe une pathologie psy, Oui, et plutôt le discours intérieur, le monologue intérieur qui est normal. c'est ça. Oui, bien sûr, c'est normal. Donc ce monologue intérieur peut être bienveillant, donc exprimer l'amour, de la tolérance, de la bienveillance, comme il Mhm. peut être très critique. Donc on assistera à une sorte de pollution du cerveau, Mhm. où cette voix va être très, très négative, très envahissante, très Oui, répétitive, de manière récurrente et stéréotypée, c'est ça. et qui se focalisera que sur l'aspect négatif, donc les défauts, Mhm. les incompétences, et Mhm. va essayer de camoufler tout ce qui est positif. Mhm. Donc c'est vraiment un discours biaisé finalement. Effectivement, c'est Mhm. un discours très biaisé parce que si on rentre dans la psychopathologie un peu de cette voix intérieure, Mhm. on remarque que elle saute sur des conclusions sans passer par des processus cognitifs. Et du coup, le raisonnement est biaisé. C'est ce qu'on Mhm. appelle les biais cognitifs. Oui, oui, c'est ça. Donc le discours est biaisé, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que il est biaisé, il est dans l'exagération, et comme tu as dit, il est omniprésent, Effectivement. right? Ben, si on veut caractériser déjà cette voix intérieure, Mhm. elle se manifeste sous forme d'auto-accusation. C'est-à-dire, Mhm. on est toujours coupable de tout Oui. et on est avec des croyances complètement pseudo-réalistes, ça veut dire pas vraiment réalistes. Euh, Mhm. irrationnelles, Oui. tu es nul, tu ne peux pas y arriver, ça sert à rien d'y aller, etc. Mhm. Après la manifestation sous forme d'auto-accusation, Mhm. on a le timing. C'est-à-dire qu'elle peut se manifester soit avant Ok, l'action, ok, donc ça sert à rien de passer à l'action, tu n'as jamais pu réaliser quelque chose, par exemple. d'accord. Donc ça, c'est Pendant, avant. ouais, ça c'est avant. Mhm. Et pendant l'action, Mhm. donc regarde comment les autres te voient. Peut-être qu'ils voient comment tu caches tes complexes, ils voient comment tu vas rougir. Mhm. Donc, Tout le monde te regarde. tout le monde te regarde. Yeah. Du coup, la personne commence à stresser. Ouais. Et après l'action, Mhm. il va essayer de voir là où tu as fauté et te dire, ah bah voilà, je te l'avais dit. Donc, il fallait pas passer à l'action. Ah, il va surtout chercher là où tu as fauté Exact. et vraiment, like, pick on it, genre vraiment tu es comme une poule picore un peu, Ouais, comme ça. Et j'imagine ça va aussi amplifier ce que tu crois être mauvais. exactement. Yeah. Ben, c'est pour ça qu'il y a la troisième caractéristique qui arrive, c'est l'impact. Et du coup, plus en fait c'est répétitif et stéréotypé, c'est-à-dire que ça se répète de la même manière, plus on crée dans notre cerveau des connexions synaptiques, c'est-à-dire c'est des neurones qui vont se lier et, c'est pas que deux neurones, Mhm. c'est un peu péjoratif, c'est plutôt plusieurs neurones, un groupe neuronal qui va se créer, vu que à chaque fois la parole se répète, Mhm. et finalement, ben, il y a un ancrage sous forme de croyance. Ah, finalement, c'est aussi biologique.
ce discours intérieur. Exactement, parce qu'on ne peut pas dissocier la psychologie de la neurobiologie. Tout est connecté. C'est-à-dire que si on entend plusieurs fois une phrase et on n'y fait pas attention, à un moment donné, ben, on risque inconsciemment de se faire influencer. Bien sûr. Et cette influence qui est inconsciente, Mmh. ben, c'est plutôt des réseaux neuronaux qui se connectent. Il y a aussi la quatrième caractéristique Ouais. qui est l'exagération. Donc, elle va tout le temps exagérer le négatif et minimiser le positif. Oui. Donc, elle va jamais te faire montrer. Bien sûr, je parle que du critique intérieur, pas du monologue intérieur bienveillant. Oui, on parle, Ouais. on Du parle coup, de ça. ben, elle va banaliser tous les efforts Yeah. et tout ce qu'on peut récolter comme réussite Mmh. pendant nos actions ou alors lors de nos interactions avec les autres, avec nos amis et nos familles, Mmh. et plutôt se focaliser que sur le négatif. Comme Oui. ça, même si on veut se ressourcer et on veut gagner en énergie psychique, ben, elle fait le travail pour bloquer toute source d'énergie. Mmh. C'est vrai. J'imagine que ce discours intérieur, Mhm. il est pas né de la veille. C'est-à-dire qu'on l'a pas juste, pris au passage, c'est une construction sur le long terme, toute notre vie. Exactement. Mmh. Ce discours interne, il est d'abord né avec nos parents. OK. Les personnes qui vont Vous nous éduquer. éduquer. Mmh. Et puis, nous, quand on est enfant, on va remarquer surtout comment ils vont nous parler. Mmh. Du coup, on va se l'incorporer. Oui. Comment ils vont se traiter eux-mêmes. Effectivement, comme tu dis, c'est la figure parentale qui nous modélise. Et ça, c'est vraiment important. S'il y a parmi nos auditeurs des parents, mais la manière dont vous vous parlez et surtout à côté de vos enfants les impacte. Par exemple, si une maman se regarde dans le miroir et se traite de tous les noms et commente son corps et dit: «Oh là là, mais je suis trop grosse, c'est quoi ce ventre? C'est quoi ces jambes? C'est quoi je ne sais quoi?» Et que la petite fille la regarde et l'entend. En grandissant, la fille va se transformer en adulte qui, à son tour, va critiquer son corps de la même manière. Exact. Donc finalement, le discours intérieur, c'est finalement du mimétisme. Exactement. C'est là où je voulais rebondir. C'est que c'est soit en fait les parents qui vont inculquer le discours à l'enfant, Mhm, soit c'est eux-mêmes comment ils vont se comporter avec eux-mêmes. Du coup, mhm, c'est là où vient le mimétisme. mhm, Et surtout les valeurs. C'est-à-dire que les parents, en général, ils nous inculquent, en étant enfants, des valeurs. oui. Et le plus souvent, un monologue intérieur qui est plutôt critique, il est plutôt basé sur une valeur d'insatisfaction de soi. Ah, est-ce que tu parles des parents qui poussent leurs enfants vers la perfection? Et mon Dieu, je déteste ce mot. Mais est-ce que tu parles de ça? Est-ce qu'ils poussent inconsciemment? Oui, consciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Je crois qu'il y a de la conscience dans ça. J'ai vécu ça moi-même avec mon papa, Mhm. qui, même si j'étais la première de ma classe, ou parmi les premiers de ma classe, mais, mais si je n'avais pas un 10 sur 10, vraiment un exact, un 100 sur 100, pourquoi c'est pas un 10? Pourquoi c'est juste un 9? Pourquoi c'est Mhm. juste un 9,5? Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ils étaient toujours insatisfaits. C'était très conscient. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, les valeurs, l'insatisfaction, c'est ça, Exact. l'insatisfaction permanente de soi. Et ça mène à quoi ça justement? Ben, en général, la personne, elle pourrait avoir des différentes réactions Et, à une, à une valeur comme l'insatisfaction de soi, mhm, qui va être traduite par un monologue intérieur assez critique. oui. Donc, la personne, elle pourrait d'abord soit trop stressée lorsqu'elle aura un monologue intérieur très virulent et très répétitif. Et du coup, Hmm. ben, on va assister à une sorte de paralysie. Donc Ah, c'est comme une réaction
de freeze, comme on l'entend parler chez les anglo-saxons. Mm. Il y a aussi l'évitement. Du Mhm. coup, l'évitement, c'est plus sous forme de distraction. Mhm. Du coup, la personne cherchera plutôt à essayer de penser à autre chose, ou alors voir des séries, des films, des Mhm. émissions pour se Oui, oui, distraire. oui. Ou alors, elle pourra affronter ce monologue intérieur par le perfectionnisme. Par le perfectionnisme. Tu sais, le perfectionnisme, j'ai l'impression qu'on emploie ce mot un petit peu à droite, à gauche, mais que personne ne sait exactement concrètement ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition d'un point de vue psychiatrique? Alors, une définition d'un point de vue psychiatrique, c'est assez complexe, Ok, mais on va essayer plutôt de se positionner dans le sujet, c'est-à-dire le monologue intérieur, ok, euh, ou alors le perfectionnisme suite aux critiques intérieures. ok. Donc, ce perfectionnisme, c'est sous forme de haut standard que la Mhm. personne va essayer d'atteindre Ok. pour éviter une peur intrinsèque Mhm. d'être jugé. Ok. Donc la personne, si je reprends tes mots, la personne de peur d'être jugée va mettre des standards pas très souvent réalistes, c'est ça? Est-ce qu'ils sont réalistes, ces standards? Ils peuvent être réalistes. Ils peuvent être Ils réalistes. peuvent être réalistes. On remarque ça surtout dans les milieux professionnels où Oui. la personne, quand on lui donne un projet, bah, Mhm. elle va être tellement rigide, Yeah. tellement, elle va essayer de chercher les petits détails des détails Mhm. pour que ça se voit pas. Et du Mhm. coup, elle va tellement travailler, peut-être 12 heures par jour, 13 heures, pour finir et aboutir à une présentation, Mhm. alors que ça ne demandait pas tellement d'efforts. Ah. Donc finalement, le perfectionniste, il passe à l'action. Effectivement, C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué dans la peur du jugement. Il fait la chose quand même. il a peur, Mhm. mais il réagit. Mais il réagit quand même. Ok. Mais j'avais envie de te demander comment s'appelle la personne qui a peur du jugement, Mhm. mais qui ne fait rien. C'est la personne qui, sous un stress énorme, Mhm. perçu, Mhm. parce que déjà, il y a le stress de base qui correspond à la réalité, où il y a une problématique. Et la Mhm. personne va mobiliser des ressources pour essayer de gérer ce problème, Ah, que ok. ce soit dans le milieu professionnel, familial, social, etc. Mhm. Après, avec un monologue intérieur très critique, Mhm. ben, celui-ci va amplifier ce stress Mhm. jusqu'à paralyser cette personne. Et là, elle va s'inhiber. Ah, donc on parle d'inhibition, Exact. c'est ça. Donc c'est vraiment une peur du jugement tellement anéantissante et profonde que la personne va se cacher, entre guillemets. C'est ça? Oui, elle va se cacher. Yeah. Enfin, je pense que c'est un peu insultant pour les gens qui vont voir le podcast. Non! La personne va se cacher. Non, I mean, Ouais. se cacher, mais vraiment physiquement, Manita, elle va pas sortir de chez, cette personne va pas sortir de chez elle. Voilà, c'est plus Elle ça. va pas, je sais pas comment on dit ça en français, like put herself out there, c'est-à-dire se donner une chance et Sortir de sa zone. sortir et voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, Yeah. exact. C'est plus ça en fait, c'est que son corps est tellement immobile Ouais. et son esprit est carrément déconnecté Hmm. que elle n'arrive plus à bouger, à passer à l'action. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du perfectionnisme Mhm. et je pense que beaucoup d'auditeurs vont s'identifier à ça. Je fais une séance d'art-thérapie, c'est souvent une thérapie de groupe Mhm. et, et j'explique toujours au début que l'objectif de la partie créative, où Mhm. les personnes, où les participants vont s'exprimer avec de la peinture, j'explique toujours que l'objectif est d'exprimer ce qu'on ressent avec des couleurs au lieu de mots. Right? D'accord.
mais je vois tout le temps une réticence au début, une hésitation, et avant de commencer à peindre. Et après, quand je leur en parle à la fin, voilà, dans le cercle de partage, parce qu'après, j'ouvre toujours un cercle de partage où les participants peuvent s'exprimer, exprimer ce qu'elles ont ressenti, etc. Euh, à chaque fois, j'entends la même chose. J'hésitais parce que je ne voulais pas peindre quelque chose de moche. Mhm. Euh, j'avais peur, vraiment avec ce mot-là, j'avais peur que mon dessin soit moche, Mhm. de peindre quelque chose de pas joli. Euh, donc ça, c'est les personnes qui hésitent avant de peindre. Et j'ai aussi des personnes parce que souvent ce n'est pas des séances ponctuelles, c'est tout un cycle de séances, Mhm. et des personnes qui ont, je pense, qui ont peur d'être jugées et qui finalement s'absentent des séances, même si elles ont payé. Comme tu as dit tout à l'heure, cette peur, elle paralyse. Mhm. Elle est tellement paralysante, donc parfois, je rebondis sur ton exemple, Oui, les personnes vont hésiter à passer à l'action, oui, de peur que leur dessin soit moche, mhm, ou que ce soit pas aussi parfait qu'ils le veulent, oui, ou alors voir créer des attitudes d'évitement. On va payer, s'engager, puis ne pas y aller de peur qu'il y ait une sensation de ridicule, ou alors qu'on se met dans une situation où les autres vont penser qu'on est ridicule. oui. Et c'est un cercle vicieux. Le cercle, ben, malheureusement, c'est pas qu'il tourne en rond, Mhm. mais il tourne en profondeur. Et Ah c'est pour ça ouais. que ça s'aggrave. Est-ce que c'est comme les cercles que tu sais, dans les dessins animés, ouais, les cercles où on t'hypnotise comme ça et c'est un cercle qui... C'est ça? Exact. Exactement. Ok. S'il tourne comme ça, j'imagine qu'au quotidien, cette personne-là qui, euh, qui souffre, on va utiliser ce mot, cette personne-là qui souffre Mhm. de perfectionnisme, d'inhibition, à part euh, l'évitement, c'est-à-dire tu m'as dit la personne va éviter, ne va pas venir, etc. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Concrètement, au quotidien, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Oui. Ben, elle va anticiper d'abord ce qui pourrait arriver, Mhm. parce que là, elle a déjà évité l'action. Mhm. Du coup, le fait qu'elle ait évité l'action, Mhm. elle va penser que finalement, le monologue intérieur qui lui dit tu ne peux pas y arriver, tu vas pas y arriver, et vu qu'elle n'est pas passée à l'action, Mhm. elle va confirmer ce que dit le monologue intérieur. C'est là où, c'est pour ça que quand je dis que c'est un cercle vicieux, mais c'est pas c'est pas un cercle qui tourne juste autour de lui-même et qui tourne aux profondeurs. Mhm. C'est-à-dire que chaque action qui est inhibée ou alors évitée Mhm. va valider malheureusement ce discours interne. Imagine que c'est fatigant ça à vivre au quotidien. Ça cause une énorme souffrance psychique parce que on voit le décalage entre ce que je pouvais peut-être avant le faire, ou Mhm. alors ce que je peux faire dans le futur et ce Mhm. que je fais maintenant. Mhm. Là, je vais un peu reculer en arrière pour parler du perfectionnisme, mais ces personnes-là, à force de mobiliser beaucoup de ressources Mhm. par rapport au stress lié à un problème au boulot ou dans d'autres domaines, Ouais. qui est quasi quotidien, Mhm. ben, à un moment donné, à moyen terme, ils vont Réel. commencer à, ils vont commencer à ressentir un épuisement psychique Mhm. où la personne va directement être hypersensible au stress, vulnérable, et avoir toujours ce sentiment d'impuissance, qu'elle ne peut pas y arriver, Mhm. malgré qu'elle fait les choses de manière parfaite, hein, mais pour elle, c'est jamais parfait. Oui. Et jusqu'à atterrir malheureusement à l'effondrement. Ah oui. Quand on tombe dans l'effondrement, Mhm. là, c'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources pour mobiliser notre corps et Mhm. on peut tomber dans malheureusement des problèmes, enfin plutôt des pathologies psychiatriques Mhm. d'ordre dépressif ou alors de burn-out, etc. Ah, pour terminer cet épisode, j'aimerais proposer un outil très simple. J'ai pas de nom pour cet exercice, mais c'est tiré de la TCC, la Mhm. thérapie cognitivo-comportementale. C'est un tableau à 3 colonnes. OK. Vous pouvez faire ça, je vous invite à faire ça en même temps.
Vous n'aurez besoin que d'une feuille et d'un stylo, très simple. Donc, dans la première colonne de ce tableau, on va mettre une phrase du monologue intérieur qui revient très souvent. Mhm. C'est cette phrase avec laquelle on se réveille, sur laquelle on s'endort, qui nous accompagne durant les trajets. OK. Des exemples, ça peut être ne fais surtout pas ça, ne prends pas la parole sur ça, ne... Voilà, c'est beaucoup de ne fais pas, ne dis pas, voilà. En tout cas, ne passe pas à l'action. Un discours très restrictif. Un discours très restrictif, absolument. Donc, une fois qu'on a cette phrase dans la deuxième colonne, on va plutôt nous intéresser aux preuves. La preuve que cette phrase de notre monologue intérieur est réelle. Mhm. Et ce qui est beau avec cet exercice, c'est que immédiatement, on remet en question la crédibilité de cette phrase. Parce que souvent, on n'a pas de preuve que c'est vrai. Right? Effectivement. On n'a pas de preuve. Et dans la dernière colonne, j'ai pas trouvé un mot exact en français, c'est empowering thoughts. La traduction que j'ai trouvée de empowering, empowerment, c'est empouvoirment. Hein? Mais c'est quoi ce mot? Il est bizarre. Bon, on va appeler la troisième colonne pensée alternative, ou la phrase alternative. L'objectif ici, ça va être de remplacer l'ancienne phrase par une nouvelle qui est beaucoup plus dans la bienveillance et dans la douceur avec soi, comme on sait la manifester avec les autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je pourrais plutôt appuyer la partie preuve, Mhm. où on peut, par exemple, essayer de préciser, lorsqu'on a un monologue intérieur assez critique, d'essayer de le passer du global au spécifique, Mhm. c'est-à-dire essayer de critiquer le comportement et Mhm. pas seulement la personne en global. Bien sûr. Et en même temps, ce comportement, le ramener à un contexte. Mhm. Comme ça, en fait, ça fait plus réaliste et on voit vraiment s'il est crédible ou pas. Mhm. Après, je pourrais proposer aussi un petit outil Bien sûr. qui est plutôt cognitif. Mhm. Donc, c'est les deux R. Le premier R, reformuler, Mhm. c'est-à-dire dès qu'on a un monologue intérieur assez intrusif, assez négatif, Mhm. on essaie de le reformuler, mais d'une manière positive. Ok. Deuxième R, c'est renforcer. Ouais. Renforcer comment? Essayer de se complimenter ou alors de se récompenser avec une petite gâterie ou des choses qui nous font plaisir. Ok. Ok, ok. Donc, reformuler et renforcer. Reformuler, renforcer. Absolument. J'espère que nos auditeurs et auditrices, à travers cet épisode pilote, auront compris, auront au moins pris conscience de, de l'importance de soigner leur relation à soi avant de soigner la relation à l'autre avec un grand A, Exactement. n'est-ce pas? Ok. Eh bien, merci Fadji. Merci Fatine. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Yay!